Sur l'agriculture et le changement climatique, un sujet hélas d'actualité. Donc on a décidé de séparer les 2 heures en 2 temps. La première heure sera consacrée à l'eau. Donc on va laisser la parole aux intervenants que je vais vous présenter. Et vous pourrez aussi bien sûr après poser des questions sur la thématique de l'eau. C'est ce qu'on a souhaité faire aussi pour cette nouvelle édition. Et l'année dernière, il y avait beaucoup de gens qui avaient participé, beaucoup de gens du public. Donc on est là aussi pour être constructif, pour avancer ensemble sur un sujet qui nous concerne tous. Donc on abordera d'abord la thématique de l'eau. Vous pourrez poser vos questions aux intervenants et puis dans un deuxième temps, on verra ensemble quel modèle agricole faut-il adapter, avec peut-être une question, faut-il s'adapter au changement climatique ou lutter contre le changement climatique. On va d'abord vous présenter les intervenants qui nous ont fait la gentillesse d'être avec nous ce matin. Jean-François Berthoumieux, directeur de l'association climatologique de la Moyenne-Garonne, président du cluster eau et adaptation au changement climatique. À vos côtés, Marion Desbatz, paysanne éleveuse de vaches laitières à Cuzorne, en Lot-et-Garonne. À vos côtés, on le remercie d'être venu, Robert Legouin, vice-président délégué à l'agriculture et à l'économie circulaire pour le conseil départemental de Lozère. Donc on verra ce qui se passe aussi en Lozère, comme nous et comme toute la France et toute l'Europe, j'ai envie de dire, eh bien, ils sont évidemment touchés par une sécheresse historique. À vos côtés aussi, nous avons la chance également d'avoir Virginie Lebros, conseillère régionale déléguée à l'agriculture biologique, à la transmission, à l'installation et au foncier agricole. À vos côtés aussi Jean-Luc Poli, agriculteur, ancien président de la FDSEA 47 et puis qui est agriculteur aussi pour les céréales et les prunes du côté d'Aubiac. Un petit peu à côté aussi Jean-Luc Rennes, directeur général de la coopérative Unicoque, c'est pour les noisettes. Et puis je pense que nous avons, je ne vous ai pas vu encore, mais je pense que c'est Danielle Delias, vice-présidente du conseil départemental. Vous êtes agricultrice aussi de céréales sèches en bio depuis 5 ans. Vous êtes revenue à l'agriculture conventionnelle, voilà, c'est bien ça. Et puis tout au bout aussi, Marcel Calmette, conseiller départemental délégué, vice-président de la commission agriculture et éleveur aussi. En bio, voilà, merci. Voilà pour les présentations. On va tout de suite commencer par le sujet délicat de l'eau. J'aimerais laisser la parole à monsieur Berthoumieux pour déjà un état des lieux. Bon, je pense que nous l'avons tous constaté. C'est une année particulièrement difficile en termes de sécheresse. Vous pouvez nous donner quelques chiffres. Quelle est la situation ici en Lot-et-Garonne et peut-être même plus globalement en France? Je parlerai du Lot-et-Garonne. Mon collègue Patrick Debert, vendredi, m'a fait le point au 24 août. Et on regarde les choses en général du 1er octobre jusqu'à fin septembre au niveau des pluies. Et donc l'année 2021-22, c'est comme 1976, c'est comme 1964, c'est comme 1949. C'est-à-dire des événements de sécheresse qui se produisent régulièrement. Aujourd'hui, on n'a pas encore les pluies de septembre, bien sûr. En 1976, il s'était mis à pleuvoir à partir du 20 août, par là, et il savait rattraper le déficit. Et ce que l'on peut vérifier, c'est que la moyenne dans la région, c'est autour de 730 mm, et cette année, on est plutôt à 500 et quelques, avec un déficit plus important pendant l'hiver. Cependant, on avait eu en septembre l'année dernière des pluies importantes, des endroits où on a eu plus de 100 mm. Donc, comptabiliser la pluie qui reste dans le sol, qui reste sur place et qui a permis de faire fonctionner les arbres, ils sont verts encore ici, on a la chance d'être dans une plaine alluviale où il y a de l'eau qui se stocke, ça tempère des excès qui sont beaucoup plus importants là où l'eau n'a pas pu être stockée dans les sols. Et vous nous disiez, quand on a préparé aussi, que finalement Lot-et-Garonne, grâce aux retenues, alors pour l'agriculture, là, parce qu'on va parler d'agriculture, les retenues d'eau, les lacs collinaires, sont quand même une solution pour lutter. Toute cette eau qui était disponible au début de l'été a bien sûr été utilisée par l'agriculture, mais aussi pour le fonctionnement des rivières. Ce qui s'est passé cet été par rapport à 76 et par rapport à 64, c'est qu'il a fait 2 à 3 degrés de plus de température. Et la chose importante, c'est que cet été, on a eu plus de 60 jours au-dessus de 30 degrés, alors qu'en 76, c'était péniblement 15 à 18. Donc le changement climatique, c'est surtout le nombre de jours de température élevée. 30, c'est un seuil, mais 35, c'est encore plus important cette année, sans doute. Ça dépendra de cet après-midi, je crois, et de mardi. On sera sans doute supérieur à 2003. Peut-être pas pour 40 degrés, où on est à peu près similaire. Donc, qu'est-ce qui se passe par rapport à ce que nos aînés avaient vécu dans les années 64 et dans les années 76? C'est que nous, la végétation et tout, avons besoin de plus d'eau pour nous adapter à des températures plus élevées.
Alors où la chercher, cette eau, ou comment mieux la stocker. Voilà, on va essayer d'être constructif ce matin, de voir quelles solutions on peut avoir. Je sais que c'est un sujet que vous défendez depuis très longtemps, Monsieur Bertoumi. On va laisser la parole à vos côtés à Marion Debatz aussi. On va faire un premier tour comme ça pour voir un petit peu comment ça se passe aussi pour vous. Donc je l'ai dit, vous êtes éleveuse de vaches laitières à Cuzan, évidemment concernée aussi par une sécheresse catastrophique et historique. Oui. Moi, je vais avoir du mal à parler en fait du changement, de la transition, de la sécheresse, sans faire en fait un point en fait sur le contexte actuel de l'agriculture en France. C'est-à-dire de parler de l'état des lieux, parce que moi je ne vais pas vous parler de choses techniques sur l'eau. Par contre, j'ai un constat en tant que personne qui s'est installée récemment et qui gravite dans le milieu agricole depuis un certain moment. Du coup, je vais prendre 5 minutes, juste. 5 minutes. Pour vous. Ah, vous avez préparé un texte, d'accord, oui, très bien. Mon constat. Ok. Voilà. Et après, vous direz surtout comment vous faites pour faire face, parce qu'on est là aussi, le constat, je pense qu'on l'a tous... Oui, mais il me semble important en fait, par rapport en fait à beaucoup de choses, et je pense que c'est important qu'on ait tous ce constat en tête pour pouvoir après discuter des changements de pratique et du changement en fait... La parole est libre ce matin, donc allez-y. Donc comme beaucoup de paysans, ma ferme a été touchée par la sécheresse. Mes bêtes ont souffert. J'ai eu une baisse de production de lait et mon foin pour cet hiver est largement entamé. Mais finalement, ma situation est moins pire que certaines. J'ai une pensée particulière pour mes collègues des autres départements qui ont dû décapitaliser et vendre une partie de leur bétail car ils n'avaient plus de quoi donner à manger ou abreuver. Ou alors, ils anticipent aujourd'hui le désastre de demain. Le marché de la viande risque, dans quelques mois, d'être encore plus saturé avec un cours qui va s'effondrer encore plus qu'il n'est. La crise de la sécheresse n'est qu'une partie infime des crises successives que le milieu agricole subit depuis des décennies. Il est difficile de parler de changement de pratique, de transition écologique pour nos fermes, sans revenir sur le contexte général de l'agriculture en France. Car nous savons que les paysans ont subi le plus grand plan social des 50 dernières années. Le nombre de fermes est passé de 1,6 million en 1970 à 389 000 en 2020. 260 fermes disparaissent par semaine. D'ici 2030, la moitié des agriculteurs en activité vont partir à la retraite. Le paysage français va sérieusement changer encore. Paradoxalement, face à cette hémorragie, la surface agricole utile ne baisse quasiment pas. Les terres partent à l'agrandissement. L'endettement des paysans ne fait que croître. Avec son revenu, il doit pouvoir vivre et investir. En général, le revenu est insuffisant et pour investir, il emprunte. Ce qui donne un taux moyen d'endettement en France de 193 000 € par ferme, avec de grosses différences selon les productions. À cet endettement s'ajoute le prix faible payé par production. À titre d'exemple, l'effondrement des fermes productrices de fruits et légumes. On est bien touchés en Lot-et-Garonne. Elles ont subi insectes ravageurs, hiver doux, gelées tardives et la concurrence du marché espagnol. Résultat, la France ne produit plus que la moitié de ce consommé par les Français et le reste provient de l'étranger. Les éleveurs bovins dénoncent depuis plusieurs années des prix ne couvrant pas leurs coûts de production et ça ne va pas aller en s'améliorant au vu de l'augmentation des charges. Les importations de produits agroalimentaires ont presque doublé en France depuis les années 2000 alors qu'une majeure partie pourrait être produite sur le territoire. Une incohérence principalement liée au fait que les politiques publiques successives, gauche ou droite, n'ont pas souhaité protéger les agriculteurs, les laissant face à la concurrence de marché, voire en accentuant celle-ci en signant les accords de libre-échange qui vont terminer d'achever les agriculteurs car ils ne pourront pas résister à cette concurrence déloyale. Pourtant, l'État s'agite. Il fait des déclarations sur l'autonomie alimentaire, l'accès à une nourriture saine, l'accompagnement vers une agriculture plus verte. Il continue de nous faire croire qu'il va agir. Par exemple, la loi Egalim 1, puis 2, lui qui devait
qui devait permettre aux producteurs d'être rémunérés au juste prix. Pourtant, nous observons des prix en bio inférieurs au prix du conventionnel dans nombreuses de filières. C'est bien la preuve que les prix agricoles ne sont pas basés sur le coût des productions. Autre volet de la loi Egalim, qui est de soi-disant favoriser une alimentation saine et sûre et durable pour tous, avec un objectif fixé à 20% au 1er janvier 2022 de produits bio dans les cantines scolaires, et qui atteint au final péniblement les 6%. Nous pouvons voir à quel point ces lois sont efficaces et que les politiques sont volontaires pour aller vers une transformation. Autre exemple, les aides au maintien à la bio ont été supprimées et le label haute valeur environnementale se retrouve dans la nouvelle PAC au même niveau que les aides à la bio, alors même que le label HVE permet l'utilisation de pesticides et est moins exigeant dans les critères d'obtention. En gros, nous voyons bien par cet exemple que la volonté des pouvoirs publics peuvent considérablement agir vers telle ou telle agriculture. Nous pouvons souhaiter un changement de pratique, mais si les décisions politiques ne les favorisent pas, même avec la meilleure volonté individuelle, nous n'y parviendrons pas. En France, pour acheter une terre agricole, les candidats doivent obtenir l'aval de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural, les SAFER, que tout le monde connaît. Ces sociétés anonymes, sans but lucratif, il en existe une par département, qui exerce une mission d'intérêt général. Celle de redistribuer le foncier agricole en faveur des agriculteurs. Une mission de plus en plus dévoyée, comme en témoignent plusieurs exemples. En 2016, le groupe pékinois Rewards, spécialisé dans l'agroalimentaire, faisait la une des journaux. Ses achats mettaient au jour les failles du système français de protection des ressources agricoles. La société venait d'acquérir 1700 hectares de terres céréalières dans l'Indre et l'Allier, soit plus de 20 fois la surface moyenne d'une ferme. Les farines françaises devaient fournir la chaîne chinoise de boulangerie chez Blandine. Les industriels d'envergure internationale tentent de prendre l'avantage sur les producteurs. Ils se lancent dans l'agriculture pour maîtriser l'ensemble de la chaîne de production. Cette affaire a révélé une évolution majeure dans l'agriculture. L'arrivée d'investisseurs d'un genre nouveau, démontrant que l'accaparement des terres cultivables ne concerne plus seulement les pays du Sud. Cette dérive peut en partie s'expliquer par la baisse drastique des moyens des SAFER. À leur création, dans les années 60, les SAFER étaient financés à 80% par les fonds publics. Depuis 2017, cette proportion a chuté à 2%. Les subventions de l'État n'ont cessé de fondre dans leur budget. Aujourd'hui, la majeure partie de leurs recettes proviennent des transactions qu'elles réalisent. Alors, pour finir de casser l'ambiance, je voudrais rappeler la surmortalité des agriculteurs en France. Par an, 600 des nôtres se suicident. On n'a pas trop de mal à imaginer pourquoi. Endettement, charge de travail, manque de reconnaissance, isolement. Nous pouvons constater que les orientations prises par les pouvoirs publics concernant l'agriculture ces dernières décennies ne nous ont pas rendus plus riches ni plus heureux. Nous pouvons aussi constater à quel point nous sommes abandonnés. La transition écologique, le changement de pratique ne tient pas qu'à la bonne volonté de l'individu. Il y a bien une histoire collective. Nous pouvons choisir une autre orientation, d'autres propositions existent, mais elles ne pourront être mises en place qu'au travers de politiques publiques ambitieuses, courageuses et fortes, et qui ne seront pas à la botte de l'agro-industrie. Nous pouvons regarder ailleurs, faire des grands discours, pour dire à quel point nous souhaiterions créer des vocations pour les jeunes, permettre la transmission des fermes, mais ce n'est pas ça qui se passe. Les beaux discours sont là, mais étonnamment les installations et les vocations moins. Nous assistons à un ethnocide, l'élimination des paysans. Nous allons prochainement franchir la barre du 1% d'agriculteurs pour nourrir la population française. Donc la question des changements, elle sera vite vue. Ça sera la robotique, l'agriculture 4.0, la surmécanisation, l'endettement, car nous n'aurons plus d'autre choix que de déléguer cette production à l'agro-industrie. Il me semble important d'énoncer le contexte et de préciser le chemin que nous prenons, car je suis fatiguée d'entendre les gens relativiser sur notre sort et franchement se voiler la face. Bon, merci pour votre témoignage
révèle bien le mal-être du monde agricole et qui n'est pas nouveau, comme aussi le réchauffement climatique. On va revenir donc à l'eau aussi, avec Monsieur Aigouin pour la Lozère. Donc représenter le conseil départemental de Lozère aussi, lui aussi, comme beaucoup de départements touchés par une sécheresse historique, on l'a dit. Qu'est-ce que vous faites, vous, en Lozère, justement, pour quelles solutions vous avez aujourd'hui et demain pour lutter contre la sécheresse? Tout d'abord, merci de ce témoignage qui est important à un moment où on est en train de focaliser sur l'eau, alors que la problématique, elle est peut-être ailleurs. Faisons gaffe aux garcimorades. Vous savez, les garcimores, ils montrent une main et de l'autre côté, ils vous piquent ce qu'il a à piquer. Alors on verra après le système agricole aussi, je le précise pour ceux qui n'étaient pas là aussi, on verra dans un Donc, deuxième temps quel déjà, modèle agricole. Mais sur l'eau, Déjà, parler de la Lozère, bien sûr. Château d'eau de la France. Grande question 2022. L'est-il toujours? On a, comme il a été dit, pratiquement 2 mois et demi sans eau, ce qui pose un gros problème puisque la Lozère, c'est d'abord de l'élevage. Bovin viande, bovin lait, agneau de parcours et une petite partie en caprin. Très peu de maraîchage, mais ça commence à revenir petit à petit, justement parce que le climat change et qu'on est en train de... Voilà. Avec des projets sur la vigne, notamment, parce que dans le Languedoc, il commence à... Tellement il fait chaud, c'est qu'ils n'arrivent plus à maîtriser le degré du mou pour faire du vin, et du coup, en remontant sur les montagnes, on arrive à tempérer cela. Moi, l'eau, on la pratique. Bon, moi, je suis agriculteur bio aussi depuis. Je vais prendre ma retraite cette année. Castanéiculteur, donc une production qui était jusqu'à maintenant qui n'avait pas besoin d'eau. Aujourd'hui, on ne peut plus planter un châtaignier si on n'irrigue pas. Donc, ça veut dire que les besoins se sont accrus par la pratique. Et quand je vois que dans le Midi, on arrose l'olivier qui était l'emblème du pays sec, on peut se poser des questions sur les quantités d'eau qu'il faudra prochainement pour faire de l'agriculture sur certaines productions. Un témoignage des pratiques que nous avions sur le département de la Lozère qui étaient les béals. C'est-à-dire que au moment où le ruisseau était important, c'est-à-dire à partir de mars-avril, dans les années où la pluviométrie était régulière sur l'année. Aujourd'hui, on peut se poser des questions, mais le système était de dériver le cours d'eau, de l'amener dans des béals qui étaient... on creusait la terre et l'eau par percolation arrosait des prairies et retournait dans le milieu. Alors souvent, chez nous, ils se disaient en aval, tiens, ils sont en train de mettre les béals en marche, le cours d'eau a baissé. Et 4 jours après, le niveau de l'eau revenait à la normale parce que l'eau retourne au milieu. Et donc ça permettait d'avoir du fourrage avec un enracinement de la plante important parce que lorsqu'arrive, mais là il y a certainement des personnes beaucoup plus calées que moi sur le végétal, mais lorsque arrivent les beaux jours et où la plante elle est demandeuse d'eau, c'est par les racines qu'elle se nourrit. Donc plus elle s'enracine, moins elle est fragile à la sécheresse. Et donc il y avait ce système-là qui permettait, ça a été abandonné, on essaie de remettre ça en place, on essaie de faire comprendre que lorsqu'on travaille sur un ruisseau en période non d'étiage, c'est-à-dire dans les périodes où il y a de l'eau, que le milieu est en capacité de remettre dans les ruisseaux l'eau. Et on s'est aperçu aussi avec la Fédération de pêche que le fait de ne plus avoir ce système-là, les cours d'eau devenaient pauvres en alimentation pour les poissons. C'est tout un système qui montre aujourd'hui le fait de revenir sur quelque chose de raisonné, c'est-à-dire essayer de faire comprendre qu'un agriculteur, il travaille, avant de travailler, il travaille avec son cerveau. Il est dans le milieu, il est avec la nature. Et ce qu'on a oublié, c'est qu'aujourd'hui, on a voulu faire de l'agriculture une monnaie. On a fait une marchandise. Et que lorsque l'on fait une marchandise, on fait de la production pour avoir le plus possible de marchandises, pour faire le plus d'argent possible. Et les cocus de l'affaire, c'est toujours les paysans. C'est-à-dire que laisser la finance s'occuper de la production des agriculteurs, on voit les effets néfastes que ça a aujourd'hui sur l'agriculture.
Alors sur quelle piste de travail vous travaillez Donc, justement avec la Lozère alors aujourd'hui, pour- il y en a deux, il y en a plusieurs, hein, puisqu'on travaille depuis plusieurs années sur des prairies résilientes, sur des semences qui sont moins gourmandes en eau, qui résistent au gel. Il y a tout un travail qui est fait là-dessus de façon à avoir de l'herbe pour les bovins et pour les ruminants. Ensuite, il y a ce travail qui est fait sur la remise en état des béals partout où c'est possible. Alors, il y avait de grandes surfaces, notamment le Mont Lozère, c'était une pratique ancestrale et où on a quelques difficultés puisqu'on a un parc national des Cévennes, le parc national avec des politiques qui sont des fois trop protectrices, et surtout parce qu'on a des gens qui ne sont pas issus du milieu, et donc on a des choses qui... Bon voilà, on a une bagarre à faire comprendre aux gens que la pratique, c'est surtout parce qu'on a vérifié la chose. Et ça, c'est important en agriculture, c'est qu'aujourd'hui, revenir sur quelque chose qui a marché par le passé, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas aujourd'hui. Parce que là où on a voulu nous amener, c'est pas l'agriculteur qui a voulu y aller. Il a été contraint. On lui a demandé de produire plus, d'utiliser beaucoup plus d'engrais, d'utiliser beaucoup plus et finalement de produire sans réfléchir. Et aujourd'hui, je constate moi qu'avec l'aide des consommateurs, parce que là aussi les consommateurs sont un levier important, eh bien, il y a un changement. Alors, comme disait ma collègue à côté, hein, je pense que si on ne change pas quelque chose vraiment de politique, et c'est le rôle aussi des élus, mais peut-être plus qu'au niveau d'une région ou d'un département, c'est de dire on aura des agriculteurs si on change la façon de travailler. Parce qu'on parlait tout à l'heure des fruits espagnols qui arrivent. La nappe phréatique en Espagne, elle sera bientôt épuisée. On aura même plus cette production-là. Et on n'aura même pas la production locale. Donc il y a aussi cette idée de relocaliser l'agriculture le plus possible. Et il faut mettre des agriculteurs. Si on tombe aujourd'hui à si peu d'agriculteurs, c'est une catastrophe. D'agriculteurs, pardon. Il faut mettre des agriculteurs et des agricultrices. Il faut leur donner du terrain aussi. Moi je trouve qu'il y a beaucoup trop de friches aussi. Il y a beaucoup trop de changer peut-être aussi quelque chose. C'est pourquoi on finance aujourd'hui de la jachère au niveau européen, c'est une catastrophe. Pourquoi aujourd'hui on est en train de subventionner des terres pour faire du carburant, c'est une catastrophe. On finira tous par crever de faim parce qu'on n'aura pas pris les bonnes décisions. Donc c'est pour ça que je disais que l'eau, il faut faire attention. On est en train de focaliser sur l'eau parce que comme vous l'avez très bien expliqué, ça revient régulièrement, sauf que maintenant les températures ont changé, que l'évaporation est beaucoup plus grande qu'avant. Mais en tous les cas, ne nous laissons pas leurrer par le fait de l'eau, ça sera abordé certainement après par rapport aux incendies aussi. Il faut bien faire attention, c'est que c'est le modèle agricole, c'est le modèle agricole international sur la planète qui est en train de mettre en danger l'agriculture sur nos territoires. Madame Lebros qui est à vos côtés, qui représente la région. Merci monsieur Audouin. Je reste sur la thématique de l'eau parce que le modèle agricole, bon, après les deux thèmes s'entrecroisent évidemment. Mais sur l'eau, alors à l'échelle de la région, on entendait le message aussi envoyé par le monde agricole sur le rôle des pouvoirs publics. Vous, à la région, sur quelle piste vous travaillez justement pour s'adapter ou lutter contre le réchauffement climatique, déjà peut-être au niveau de l'eau? Au niveau de l'eau, alors je vous remercie pour votre question. Donc c'est vrai que c'est une sécheresse historique, vous l'avez dit. Et sur la région Nouvelle-Aquitaine, c'est une région très impactée par cette sécheresse. Et vous avez parlé tout à l'heure des plaines alluviales, il me semble, par rapport à l'eau. Il ne faut pas oublier que sur la Nouvelle-Aquitaine, c'est une très belle région, mais c'est une région géologiquement très diverse. On va du socle granitique au karst, aux plaines alluviales, aux Pyrénées. On a des systèmes, l'eau et l'état des nappes est différent suivant la région en fait. Et on peut pas, on sait que on sait aussi, j'ai un président de région qui est également président du comité de bassin, enfin président à Dour-Garonne quoi. Donc on est conscient de ce problème de l'eau et je pense qu'on en est conscient depuis longtemps. Et nous on a une façon de travailler qui est d'initier des réflexions
de s'appuyer sur des données scientifiques. Alors oui, là, on est dans l'instant présent, la sécheresse, comme on l'a dit, tout de suite, mais il faut aussi avoir une vision à moyen terme et s'appuyer sur des données précises. Et c'est ce qu'on veut initier, nous, en s'appuyant sur des scientifiques pour savoir comment garder l'eau. Nous, notre travail, notre réflexion, elle est surtout sur le grand cycle de l'eau, et tu l'as dit tout à l'heure, sur le fait, j'ai pas retenu le nom, les béales, c'est ça, en Lozère, qui permettait en fait de ralentir ce grand cycle de l'eau. Et je pense que la région Nouvelle-Aquitaine tend vers ça, c'est-à-dire on veut travailler sur un mix hydrique qui permettrait au sol de capter l'eau, et parce que l'eau, il y a comme ça qu'on va ralentir le cycle de l'eau en fait. Et en proposant des modèles qui vont travailler sur ce mix hydrique, sur des plantes, sur des systèmes comme l'agroforesterie, voilà, on va pouvoir ralentir ce cycle de l'eau. Nous, on est plutôt dans la réflexion, et même si on est dans l'aide d'urgence aussi à court terme sur, on l'a dit, l'eau c'est l'irrigation, mais pour les élevages, l'eau c'est l'abreuvement des animaux quoi aussi, et donc on a aidé aussi sur l'abreuvement. Voilà, on a des aides, on a des appels à projets qui sont sur la problématique eau, et sur l'irrigation, la modernisation de l'irrigation aussi, parce qu'il faut aussi, il y a des systèmes anciens qui marchaient, et il faut étudier ça et savoir ce qui marche aussi. Donc on est sur ces aides là, voilà. C'est un message qu'on va, je pense, beaucoup entendre ce matin, revenir à des savoir-faire qui fonctionnaient il y a quelques décennies et qu'on a peut-être un peu oublié. Monsieur Poli, oui. Je vais rajouter quelque chose. Allez-y, je vous en prie. Juste un point sur l'eau. Nous, à la région Nouvelle-Aquitaine, on est aussi pour un partage de l'eau. C'est-à-dire pas que l'eau soit captée par certains et sur une gestion publique aussi de l'eau. Vaste chantier. Monsieur Poli aussi, donc vous êtes ancien président de la FDSEA 47 et vous êtes aussi agriculteur céréales et prunes. On sait que les prunes ont été impactées par le réchauffement climatique, le gel, la grêle, la sécheresse. Vous n'avez pas été épargné pour les prunes. Mais je crois que l'agriculture aujourd'hui n'est pas épargnée sur un plan général. Tous les agriculteurs peuvent en témoigner. Donc effectivement, on a la sécheresse, c'est pas nouveau. On a le gel depuis 2 ans, ça a l'air de s'installer à des périodes très, très critiques pour certaines productions, notamment le pruneau ou la vigne. On a surtout des températures qui augmentent et qui durent, comme a dit Jean-François Vertoumieux tout à l'heure, qui durent sur un temps beaucoup plus long que ce qu'on avait il y a 30 ans de ça. Donc le changement climatique, il est là. On peut, ça je pense que Jean-François ne contredira pas, on peut avoir 800 mm d'eau sur le département et avoir des périodes de sécheresse, comme on peut avoir 500 mm et ne pas avoir de sécheresse. Le problème de l'eau, c'est un problème de répartition dans le temps. Donc pour répartir l'eau dans le temps, il faut stocker l'eau. Ça c'est le leitmotiv des agriculteurs aujourd'hui dans le Lot-et-Garonne. C'est multiplier les retenues, les lacs collinaires. Les lacs collinaires sont une méthode pour retenir l'eau. Sur le travail du sol, il y a d'autres méthodes aussi qu'on peut appliquer. Je crois qu'on a beaucoup de progrès à faire en termes agronomiques déjà. Mais ce qu'on connaît bien chez nous, c'est le stockage de l'eau par le biais de lacs collinaires. Il s'en est fait dans les années 80. Aujourd'hui, on a de plus en plus de difficultés à en faire. Donc je pense que là, il faut qu'au niveau de l'administration, il y ait des mesures moins draconiennes que ce qu'on connaît jusqu'à maintenant pour permettre de continuer à stocker de l'eau. Et après, effectivement, je suis d'accord, l'eau on la partage. Quand il y a une retenue qui se fait, c'est pas uniquement pour l'agriculture, c'est pour l'ensemble du milieu. Voilà. Donc ça c'est une chose. Ensuite, j'ai vu sur la trame que vous nous avez envoyée, vous avez fait une ligne sur les biotechnologies. Oui. Donc, je ne sais pas si on en parle maintenant ou si vous voulez l'aborder. On peut en parler maintenant, voilà. Dans quelle agriculture demain, mais pour nous, il y a aussi des pistes à rechercher de ce côté-là. On sait qu'il y a des plantes qui naturellement résistent à la sécheresse. Donc pour nous, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de gros mots. Les biotechnologies, ce sont des
des solutions qui peuvent être intéressantes pour l'agriculture demain, pour continuer à produire, puisqu'on a aujourd'hui un ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire, donc ça dit bien ce que ça veut dire. On se rend compte maintenant qu'on a perdu beaucoup de production dans notre pays, donc il faut revenir à des productions que l'on savait faire auparavant. Pour ça, il ne faut pas non plus avoir d'espace. Lesquelles d'ailleurs? Vous pensez à quelle production? Il y a beaucoup de productions, notamment des productions de fruits ou de légumes qui se trouvent dans des impasses techniques parce qu'on a des suppressions de matières actives et ce sont d'autres pays qui les produisent et qui, eux, emploient ces matières actives. Donc je crois qu'il faut être prudent sur ce qu'on peut entendre. Le résultat, c'est qu'effectivement, on importe de plus en plus, alors qu'on a les moyens et qu'on sait produire en France des produits de qualité à condition d'avoir les conditions nécessaires réunies pour les faire. Donc la première condition, effectivement, c'est l'irrigation. Ensuite, on a cet accès aux biotechnologies, en étant très prudent, on est d'accord, mais ça peut amener des solutions pour l'avenir. Très bien, on va continuer le tour de table, après on pourra vous faire réagir aussi si vous avez des questions. Vous pouvez applaudir Jean-Luc Pauli. À votre côté, Jean-Luc Rennes, directeur général de la coopérative Unicoop. Donc les noisettes, voilà, vous aussi, quelles sont les actions que vous menez aujourd'hui avec les producteurs de noisettes dans le nord du département, notamment pour lutter contre la sécheresse d'abord? Alors bonjour à tous. Je vais préciser un peu sur ce que je suis et ce que je représente, pour que les choses soient bien claires sur les discours. J'aime bien que les choses soient claires. Je suis effectivement le directeur de la coopérative Unicoop, qui est une coopérative qui agit depuis bientôt 50 ans sur le territoire et qui a développé une culture exclusivement fondée sur la production de ce territoire. Nous commercialisons aujourd'hui dans le monde entier des fruits qui sont produits exclusivement ici, 100% France, 100% fruits, 100% coop. Donc l'enjeu de la durabilité de notre système, on l'a chevillé au corps par définition, parce que de toute façon la solution pour nous, ça n'est pas l'import de produits, puisque nous sommes des producteurs d'ici qui voulons être présents demain. Donc ça c'est pour planter un peu le décor. Je suis agronome de formation et j'ai été conseiller agricole pendant longtemps dans ma structure. Je suis aussi directeur du centre d'expérimentation de l'Association nationale des producteurs de noisettes. Donc voilà, on travaille sur les nouvelles technologies, sur la robotisation, sur l'irrigation de précision, aux côtés de Jean-François et de la CMG depuis des dizaines d'années. Je suis aussi directeur d'un bureau d'études loi sur l'eau qui nous a amené à créer des retenues collinaires pour ce département et les départements limitrophes depuis maintenant 10 ans. On a contribué à la construction d'une soixantaine d'ouvrages pour 3 millions de mètres cubes. Donc les notions d'hydrologie sont importantes dans notre métier, puisque là aussi l'idée c'est de travailler dans la durée, donc de ne pas faire n'importe quoi. Et puis pour la petite histoire, je suis depuis maintenant quelques années aussi gérant d'une exploitation en production biologique. Donc, alors pourquoi je vous raconte tout ça? C'est pas forcément pour briller, mais c'est pour vous exprimer le fait que je suis représentatif finalement de la situation du Lot-et-Garonne. Le Lot-et-Garonne, c'est 70 productions agricoles. Ce panel, c'est la résilience de notre département. Et cette résilience, cette diversité, on l'a créée, elle n'est pas venue toute seule. Et une large part du succès de cette diversité, c'est l'initiative du conseil départemental à l'époque qui a poussé une politique volontariste de création de travail sur la ressource en eau. Je vais dire travail sur la ressource en eau pour éviter d'aller de suite sur il faut créer du stockage. Mais clairement, le paysage que vous avez aujourd'hui et le paysage hyper diversifié que vous avez aujourd'hui dans ce département, il est lié à la maîtrise de la ressource en eau et à une politique audacieuse et intelligente depuis 50 ans dans ce département, Jean-François. Donc ça, il me semble que c'est important de le rappeler. Et sur l'avenir alors? Sur l'avenir, on entre dans un système qu'on connaissait déjà variable. La résilience de ces départements, elle est faite de cette diversification.
Unicoque et les noisettes, c'est vraiment l'exemple typique. On est arrivé là il y a 40 ans, il y a 50 ans, il n'y avait pas un noisetier dans le département. On est venu en diversification dans les exploitations. Les gens ont commencé à planter du noisetier là où rien d'autre poussait, sur les coteaux nord du Lot-et-Garonne. Voilà, et ils ont commencé à faire des retenues, à mettre du goutte à goutte avec des capillaires. Aujourd'hui, on fait du goutte à goutte enterré, on pilote avec des sondes de capacitive, avec la pluie de la CMG. Voilà, tout ça, c'est le nerf de la guerre, la diversification des modèles. Je crois très profondément à la bêtise de l'opposition des modèles. On a besoin d'agriculture conventionnelle, on a besoin d'agriculture biologique, on a besoin d'HVE, on a besoin de Global Gap, on a besoin de circuits commerciaux en GMS, on a besoin de circuits courts, on a besoin de cette diversité parce que c'est ça qui fait la robustesse d'un tissu économique. Par contre, il faut toujours se repositionner en réfléchissant à qu'est-ce qui est vraiment dépendant du territoire, qu'est-ce qui est chevillé au territoire, qu'est-ce qui est lié au territoire, qu'est-ce que je produis ici. Ça, c'est l'important. Si j'importe, c'est perdu. Et la gestion de l'eau, c'est clairement cette question-là. Dans le département, c'est clairement ça. Alors, je vais abonder dans le sens de mes prédécesseurs. Il faut aussi être très pragmatique. Il faut éviter d'avoir un débat national ou international sur l'eau avec des conditions qui ne sont pas les nôtres. Aujourd'hui, dans la région, et Jean-François vous en dira des choses beaucoup plus précises que moi, mais les projections, ce n'est pas des diminutions quantitatives du disponible de l'eau. Ah, clairement, c'est un réchauffement, mais ce n'est pas de diminution des précipitations dans notre région. Donc c'est comment Jusqu'à présent. c'est ça. Ouais, bon, Donc on va avoir aussi, plus d'aléas, plus de variabilité. Et comment est-ce qu'on joue avec cette variabilité? Effectivement, c'est du stockage. Et du stockage au sens large. Là aussi, diversifions les modèles. C'est plus du ralentissement dynamique qu'il faut réfléchir, plutôt que du stockage en tant que tel. Ça veut dire qu'il faut réalimenter les nappes. Il faut freiner les écoulements. Ça, c'est tout le discours des scientifiques d'Aclimatera. C'est pas le stockage pour le stockage. Non, il faut permettre à l'eau de passer plus lentement sur un certain nombre de systèmes pour qu'elle s'infiltre et pour qu'on puisse la retrouver plus tard. On a un point qui est caricatural, la neige des Pyrénées. La neige des Pyrénées est en train de diminuer. La neige des Pyrénées, c'était le château d'eau de la Garonne. Si vous n'avez plus le réservoir neige, ça veut dire que cette unité de stockage naturel a disparu. Ça veut dire que vous avez des aléas beaucoup plus violents à subir. Donc, soit on dit on fait rien et on va se prendre dans la tronche les aléas, soit on dit on réfléchit et on fait des choses. C'est le but de cette matinée, justement. Réfléchissons et voyons ce que l'on peut faire. À mon côté, Daniel Delias, donc vous êtes vice-président du conseil départemental et aussi agricultrice donc, en céréales sèches. Comment vous avez fait cet été, vous, justement, par rapport au problème de l'eau sur le terrain? Déjà, comme j'ai dit, on a exercé le plus beau métier du monde. En principe, agriculteur, agricultrice, moi quand j'ai commencé, c'était ce que je voulais faire. J'ai des antécédents, moi j'étais fille d'agricultrice et donc j'adore mon métier, mais bon, à quel prix quoi. Maintenant, c'est vrai que c'est très très compliqué. Alors, c'est vrai que la sécheresse, mais bon, ça a touché beaucoup de monde. Moi, sur mon exploitation, moi je suis en... Alors j'ai fait la reconversion. Parlez bien dans le micro parce que je crois qu'on ne va pas très bien, le son est un petit peu... Peut-être je recommence. Non, allez-y, parlez bien dans le micro. Je pense que demain c'est un peu plus fort. Donc voilà. Donc du coup, moi je suis installée depuis 1999 et je suis passée en bio et là je suis repassée en conventionnel. Pourquoi? Déjà très compliqué la gestion de l'air. C'était surtout un point de ça pour moi très, très important et disons que voilà. Et aussi je fais de la céréale sèche donc pas irrigable. Je n'ai pas de lac. Donc pour moi, ça, sans eau, sans rétention, pour moi c'est la survie d'une exploitation. Hein. Si j'ai pas ça ou si un jeune qui s'installe qui n'a pas ça, c'est très compliqué. Donc voilà. Donc vous avez réussi à passer l'été disons que vu la transition, vous savez quand la transition en bio, on doit. Moi j'avais une date pour semer, donc j'ai fait du soja
Donc là, très mauvaise pioche, quoi. Donc là, Le soja est sans- plus consommateur d'eau, c'est ça Oui, puis voilà, mais bon, quand on n'a pas d'eau, là, la pluie est arrivée trop tard. Donc pour moi, là, ce sera une année vraiment très 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 mauvaise. Très bien. Donc voilà, c'est... Après, moi, Comment vous voyez l'avenir? Alors, comment vous allez faire à l'avenir? Qu'est-ce que vous attendez? Sur quelle Alors. piste vous réfléchissez ou, trouver de nouvelles cultures qui moins fragiles au gène, moins fragiles à l'eau, tout ça. Bon, j'arrive bientôt à un âge où ce sera peut-être un peu trop tard, quoi. Je veux dire, dans 5, 6 ans ou 7 ans. Après, j'ai mon fils qui a une petite exploitation, alors c'est compliqué pour lui. Enfin, je pense aussi aux jeunes qui se sont installés, qui débutent comme ça dans l'agriculture. Et voilà, si on leur donne pas des moyens aussi d'évoluer, parce que bon, il en faut, hein, des jeunes qui s'installent. Hein. Il faut des jeunes agriculteurs, parce que pour moi, notre agriculture, rien que dans le département ou national, hein, je ne sais pas comment on va faire et comment on va être après ce paysage agricole, quoi. Ça va être des friches, ça va être, je sais pas, après c'est des questions que je me pose moi, parce que je suis aussi, en dehors de ça, j'ai une autre casquette, je suis aussi président de la MIFER de Bourgognal, c'est Maison Familiale Rurale, donc c'est Maison Familiale Rurale Agricole. Et quand je vois les élèves qui sont vraiment, ils sont motivés, on les motive bien sûr, il ne faut pas les Mais est-ce qu'ils décourager. prennent en compte déjà les jeunes, déjà le réchauffement climatique? Est-ce que déjà dans leur projet, ils anticipent cela? On anticipe. Encore, On y est ils maintenant. sont encore jeunes. Hein. Enfin, je veux dire, voilà, est-ce qu'ils y pensent vraiment? Peut-être que là, maintenant, ils voient quand même le changement climatique et il y est là. Donc, enfin, pour eux, j'espère que, voilà, enfin, moi je suis pour qu'il y ait des jeunes qui s'installent et il faut les aider. Il faut Mais, les voilà. aider, surtout ils ont l'air d'être livrés un peu à eux-mêmes pour l'instant. Enfin, voilà, Oui, voilà, bon, ils sont sur des exploitations, ils sont pas là non plus, on ne les met pas comme ça, ils ont quand même un petit peu d'expérience, mais est-ce qu'après eux, ils sont là pour le moment, mais après, dans quelques années, est-ce qu'ils vont pouvoir continuer? Parce que si on les, comme je répète, si on les aide pas, et ainsi de suite, quoi. Et on constate quand même depuis tout à l'heure qu'on a encore beaucoup de questions, mais peu de réponses finalement. On se pose des questions, mais ces questions, c'est ça, oui. Monsieur Berthemieux pourra le dire, ça fait 20 ans qu'on se les pose et on en est toujours un peu au même point. Monsieur Calmette, j'aimerais juste que vous terminiez ce premier tour de table avec vous, parce que vous nous disiez, on peut appeler Madame Delgas, vous disiez, l'irrigation, c'est pas la solution miracle non plus. Mesdames, Messieurs, moi je me lève pour vous saluer parce que vous êtes là, nombreux. Nombreuses et nombreux pour un sujet qui est au cœur de nos préoccupations de tous les jours. L'eau, c'est la vie. La vie, l'eau, elle est là pour les hommes, les animaux, les plantes. Elle est là pour nous aider à nous nourrir. Elle est là pour aider les agriculteurs à faire en sorte que la population française ait de quoi manger à midi et tous les jours. Vous avez choisi ce thème, changement climatique. Moi, je suis venu avec une feuille blanche. Moi, je suis pour faire des constats, mais pour qu'on fasse des plans d'action. Et notre plan d'action, il doit être, bien sûr, mondial, européen, national, départemental. C'est aussi pour ce sujet-là que Madame la Présidente a choisi ce thème-là, parce que nous devons, cette page blanche, ensemble la remplir. Nous, agriculteurs, mais pas que nous, agriculteurs, parce que ce sujet concerne tous les citoyens. Et vous l'avez dit, les uns et les autres, ce sujet, c'est un sujet collectif, où on peut avoir, à côté de nous, nous, les paysans, toute la population qui en a marre qu'on importe des produits du monde entier, qui en a marre, pour les éleveurs, qu'on importe 80% de la viande consommée en France, qui vient de l'étranger. Moi, paysan, coupable, mais broutard, comme mon père il y a 50 ans, c'était 6 000 francs. Aujourd'hui, c'est 1 000 euros. Et on a du mal à les vendre. Et ça, on veut que ces choses changent. Moi, je veux qu'on écrive. On commence aujourd'hui. Je veux qu'on écrive sur cette page un plan d'action. Qu'est-ce que vous écririez en premier, Monsieur Calmette, alors? Qu'est-ce que vous mettriez comme solution sur la table, comme plan d'action? S'il y a changement, face à changement, il doit y avoir plan d'action. Changement, moins d'eau, même si on l'a dit, la répartition de l'année elle est importante, mais quand même,
d'une manière générale, c'est qu'à un moment donné, il en manque, donc il y a moins d'eau et plus de chaud. Excusez-moi le terme. Mais c'est peut-être pas si mal, moins d'eau, plus de chaud, que faisons-nous? Parce que plus de chaud, c'est paradoxal, et plus de gel. Et oui, puisqu'il fait plus chaud l'hiver, il y a un coup de gel au printemps, et les pruneaux, il y en a moins. Et dans le département, on a un produit qui est l'image, qui est le symbole du département, c'est le pruneau. On produisait autour de 40 000 tonnes par an, aujourd'hui on va être peut-être à 10 000, ça fait 2 ans que ça dure, et moi je dis que c'est l'image, c'est l'emblème du département qui est en jeu, c'est toute la filière. Alors, il y a un plan d'action à mener en général, et les méthodes, il n'y a pas une méthode ou un moyen d'action unique, ça a été dit. C'est plein de petites actions, plein, chacun à notre niveau. Nous devons être chacun le petit colibri qui fait sa part des choses pour que, globalement, et il faut que l'État prenne sa part, il faut que l'État mette en place un nouveau plan pour un nouveau climat, avec des choses qui se déclinent à tous les étages, avec une action qui soit aussi celle de la Chambre d'agriculture, qui est l'organisme vulgarisateur sur les méthodes. On a dit changer les variétés, les techniques culturales, stocker de l'eau, parce qu'effectivement l'eau, il y en a moins, donc il faut la stocker. On n'est quand même pas en Afrique, hein, il en tombe, donc l'hiver, il faut la stocker pour qu'il y en ait pour plus tard. Il y a un gros travail qui a été fait. Je me souviens d'un slogan à une époque, 2000 lacs en l'an 2000. Voilà, on a passé l'an 2000, 2000 lacs on les a dépassés, mais il faut continuer à en stocker. Il faut, M. Poli l'a dit, qu'on nous simplifie les choses pour qu'on puisse en faire plus, mais il faut aussi faire en sorte que l'efficience, l'usage de l'eau soit mieux utiliser cette eau par des techniques. Et moi j'aimerais qu'effectivement à partir d'aujourd'hui, à notre niveau, on mette un plan d'action. Alors il faut que chaque filière, par exemple le pruneau, je sais qu'ils ont envisagé d'y travailler. Je trouve que l'exemple de la Nazouette est très intéressant, M. Reigne l'a dit, ça fait 50 ans qu'ils travaillent sur ce sujet, et vous avez vu, ils l'ont pris par tous les bouts, hein, et ils arrivent à maîtriser beaucoup quand même les techniques et la production de la noisette. Il faut qu'on s'en inspire, et il faut que par filière, et d'une manière générale, on se mette au boulot pour remplir cette feuille blanche. Merci. Merci M. Calmette. Avant de vous laisser la possibilité de poser, je voudrais juste qu'on laisse un dernier mot sur le thème de l'eau, après on verra aussi le modèle agricole, mais vous voyez que les deux thèmes s'entrecroisent également. Monsieur Berthoumieux, parce que je sais que vous avez toujours un temps d'avance, parce que ce qu'on dit là, ça fait 20 ans que vous le dites, et que vous nous annoncez ce qui est en train d'arriver. Sur quoi vous travaillez cette feuille blanche? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en premier sur la feuille blanche de M. Calmette? Bon, je suis arrivé dans ce département en 81-82 avec... sortant d'un centre de recherche au Canada qui m'avait dit la température va monter de 1,5 degré. On a déjà dépassé ces 1,5 degré, mais à l'époque tout le monde ricanait. Il n'empêche, à la CNG, j'étais avec des agriculteurs qui luttaient contre les aléas climatiques et qui ont travaillé dans cette idée de s'adapter, et je vous ai tous poussé à réfléchir. Je peux dire que vous êtes les premiers vaccinés en France sur le changement climatique. La première chose qu'il faut faire au niveau action, tu es un politique, c'est une action politique. Il faut qu'au niveau du gouvernement, au niveau de la Chambre des députés, il y ait des députés qui portent l'idée de changer la loi sur l'eau. Je dis bien changer la loi sur l'eau. Il faut qu'elle devienne plus méditerranéenne que nordique, anglo-saxonne comme elle l'est. Elle a été créée par des esprits qui visaient à faire partir l'eau vite vers l'océan pour ne pas être inondée. Par des Allemands, par des Anglais. Or, ces Anglais aujourd'hui et ces Allemands ont subi des sécheresses. Quand je travaille avec des Anglais dans des projets européens, je vois des gens qui maintenant se disent « Ah mince, il va falloir irriguer, mais le problème de l'érosion est là. Ah tiens, on va mettre des castors dans les bois pour arrêter l'eau pour que ça ralentisse. » Donc aujourd'hui, au niveau européen, il y a de quoi faire changer les mentalités pour avoir une directive cadre de l'eau qui respectera ce que nos anciens faisaient. Moi, on barrait le ruisseau du Sort dans la Haute-Garonne pour arroser les prés, et j'ai vécu la même chose. Et c'est vieux comme le monde, d'un monde latin, d'un monde de Rome, pas d'un monde de Bruxelles. Donc, faites en sorte qu'au niveau politique, vous ayez des actions pour changer ça.
Ensuite, au niveau technique, ce sont des solutions locales qu'il faut trouver. Et des solutions locales qui font que la ville et la campagne vont s'associer. Et ça, c'est le travail, nous, du cluster eau et climat. Mais les idées, elles sont là. Et il faut qu'elles reposent, comme la région le dit, sur du scientifique. Il ne faut pas de l'idéologie. Il faut que l'eau qui nous tombe sur la tête, elle soit répartie. Et cette eau qui tombe sur la tête, je vous l'affirme au niveau scientifique, on sait qu'elle va tomber en grande quantité à l'avenir. Mais pas forcément répartie 10 mm tous les 3 soirs pendant la nuit. Elle va pouvoir à des moments apporter 60 mm et le sol n'en gardera que 15 ou 20. Donc faisons en sorte que ces sols, ils aient davantage de carbone. Tu l'as souvent présenté, mais au-delà d'une certaine limite, on sait que ça ne sera pas suffisant. Il faudra que cette eau aille dans les nappes pour que... Moi, j'allais chercher l'eau au puits avant. Et donc ce puits, il continue à exister. Là, en dessous, on a une nappe. Elle doit être utilisée plutôt que de l'eau potable pour arroser les villes, pour les rafraîchir. Et pensez surtout que cette eau qu'on aura stockée, c'est de l'eau bleue qui nous tombe, elle devient de l'eau verte au travers de la végétation, et cette eau verte va faire de nouveau de la pluie. S'il n'y a pas d'eau verte qui monte des végétaux, il n'y aura pas davantage de pluie. Les premières ondes instables qui sont passées ont donné que quelques millimètres, parce que l'eau qui vient de l'océan n'a pas le temps d'arriver ici, c'est l'eau qui doit se régénérer. Donc pour moi, le lien ville-campagne, il faut le faire, il faut que ce soit politique, il faut que ce soit des solutions locales, et il faut que ce soit partagé. Et que les idéologies des années 70, 80, 90 qui voulaient qu'un lac collinaire, ça évapore. Mais c'est faux, un lac collinaire, ça évapore que pendant la nuit quand la température de l'eau est chaude. Et puis si on pousse un peu le bouchon un peu plus loin, on pourra dire un lac c'est pas bien, mais alors l'océan c'est pas bien non plus. Donc arrêtons les choses qui étaient idéologiques, presque une religion, pour faire des choses sensibles qui existent. Et à la CMG, au CNRS, dans les écoles d'agronomie, dans les tiroirs, c'est plein de bonnes idées qui reposent sur des choses que nos anciens savaient faire. Voilà, nous en donner quelques exemples encore. Merci. Pour terminer sur le thème de l'eau, je vous propose effectivement d'intervenir, de poser vos questions. Monsieur, vous aviez une question, je ne sais pas si vous voulez prendre le micro, allez-y. Bonjour. Je suis un peu surpris en fait parce qu'il y a deux choses qui me perturbent. On a beaucoup parlé de souveraineté alimentaire, mais on sait qu'un corps humain peut se passer d'alimentation pendant à peu près 21 jours sans dégâts. Quand on veut accompagner quelqu'un à la mort, le jeûne hydrique, c'est la chose la plus efficace. On a utilisé 50 000 mots à peu près sur l'heure. Une fois le mot vie a été dit, c'est quand même un sujet, et 5 fois le mot politique a été dit. Est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement dire que oui, il y a plein de réponses techniques, c'est vrai, mais que l'eau, c'est un enjeu politique majeur. Et qu'aujourd'hui, dans ce département par exemple, on est en train de remplacer l'agriculture par d'autres projets. Et c'est encouragé par les politiques. Je prends juste ici, donc Marion, tu as une bonne nouvelle si tu as des problèmes avec les bovins. Maintenant, on a les touristes et on fait du tourisme de masse. La SAFER vient de lâcher 200 hectares de terres agricoles à bétonner pour 8 millions de litres d'eau qui vont être consommés. Et les élus ne prennent pas en charge ce dossier en disant peut-être le premier mot, monsieur Calmette, si je ne m'abuse, c'est « ya, basta ». On arrête les bêtises, on a les réponses techniques, mais peut-être la première chose, c'est « ya, basta ». Qu'est-ce qu'on fait de politique sur le sujet? Parce qu'à un moment, les élus peuvent dire « l'eau, c'est la priorité » et qu'il y a énormément de projets qui sont extrêmement consommateurs d'eau et qui nous amènent à côté et qui font perdre l'espoir aux plus jeunes dont vous parliez, madame. C'est-à-dire qu'on a un projet pour les plus jeunes, mais on continue de faire n'importe quoi, on continue d'encourager des projets qui ne tiennent pas la route du point de vue de l'eau. Donc est-ce qu'on peut d'abord dire « l'eau, c'est politique, point barre ». Et n'est-ce pas trop tard aussi? C'est ça aussi la question. Si quelqu'un veut réagir aussi dans les... Madame, vous avez une question peut-être? Pas une question, je voudrais rebondir sur ce que disait M. Berthomieux. On sait aujourd'hui que la plupart des pluies qui arrivent sur le continent sont des pluies qui sont liées à l'évaporation sur le continent et non pas les pluies liées à l'évaporation sur les océans. Et l'importance du coup d'avoir un système qui permette à la pluie de se générer. Et qu'est-ce qui va permettre à la pluie de se générer? C'est l'évapotranspiration en grande partie. Et là, il est nécessaire d'avoir un couvert végétal important. Alors, le couvert végétal important, il est lié à l'agriculture, mais il est lié aussi à ce que faisaient nos anciens, qui étaient des systèmes agroforestiers, puisqu'on avait historiquement beaucoup plus de bocage que ce qu'on a aujourd'hui. Le remembrement des années 70-80 a été catastrophique de ce point de vue-là.
Et on a des choses à retrouver, alors qui ne vont pas du tout dans le sens de ce que Madame évoquait tout à l'heure avec l'agrandissement des exploitations, puisque quand on agrandit, on ultra-mécanise, et pour ultra-mécaniser, on supprime les haies, on supprime les arbres qui posent problème pour la mécanisation. Donc il faut revenir à ces pratiques ancestrales et à aller vers cette agroforesterie qui nous permet de capter l'eau dans le sol, d'avoir des systèmes racinaires qui permettent de faire en sorte que l'eau elle s'infiltre beaucoup mieux dans le sol et qu'elle s'y stocke pour pouvoir la restituer à l'écosystème ensuite. Donc on a tout un changement d'accompagnement des agriculteurs vers ces systèmes-là. Le conseil régional fait déjà des choses. Il va peut-être aller plus loin encore sur la prochaine programmation. On va voir ça. Il y a aussi le rôle des politiques et le rôle des consommateurs qui doivent changer aussi dans leur façon de percevoir les produits agricoles et arrêter de vouloir des produits ultra normés, des produits ultra pas chers mais qui n'ont strictement aucun goût parce qu'ils ont fait des milliers de kilomètres qui sont hyper standardisés, mais consommer mieux mais moins local, des productions qui valorisent nos territoires. Et là, on a tout un changement d'état d'esprit à faire et un récit collectif à construire d'un futur désirable. Et je suis tentée de dire que la première des choses qu'on a à faire, c'est de se projeter vers un futur désirable pour donner envie de faire les changements qui sont nécessaires. Donner envie aux agriculteurs, donner envie à l'ensemble de la société, parce que ce n'est pas que les agriculteurs tout seuls dans leur coin qui ont à changer, c'est nous tous. Merci pour ce témoignage aussi. Je vois qu'il y a des questions également, donc voilà, la parole est ouverte. Monsieur, après vous passerez Bernard Perret, président de Terre de Liens et Nouvelle-Aquitaine, paysan à la retraite, sur une ferme que j'ai cédée à un jeune et qui a 40 ans d'agriculture biologique. Alors, moi, il y a beaucoup de choses intéressantes qui ont été dites là, ce matin par les uns et les autres, mais je voudrais insister sur certains points, et en particulier, alors, avec Jean-François Berthoumieux, nous avons l'habitude d'avoir des controverses sur la question de l'eau, parce que moi je dis que la question du stockage de l'eau n'est pas il faut l'inscrire, je ne suis pas contre, il faut l'inscrire dans un ensemble de programmes d'action, un peu comme ça a été dit par certains d'entre nous, en particulier par notre collègue de Lozère, parce que, avant de dire combien il faut stocker de l'eau, mettons en œuvre toutes les solutions qui vont faire qu'on aura le moins possible besoin de le stocker. Parce que stocker de l'eau, ce n'est pas innocent. Ça intervient sur le cycle de l'eau, qui est quelque chose de complexe, qui est quelque chose qu'on connaît d'ailleurs souvent mal, et qui, chaque fois qu'on intervient de cette façon, en quelque part, la nature ne s'y retrouve pas toujours. Parce que si aujourd'hui on a des rivières qui sont à sec très tôt, c'est peut-être aussi parce qu'on a beaucoup de réserves de stockage et de zones humides qui n'existent plus, qui ne sont plus là pour alimenter les ruisseaux au moment où la pluie ne tombe pas.